Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure. C'est une voix discordante au Mali. Mamadou Sinsi Koulibaly, patron du groupe Clédou, présent dans de nombreux secteurs, critique la politique menée par les dirigeants au pouvoir à Bamako. Libéral convaincu, il dénonce le traitement des entreprises, une coopération inappropriée avec certains pays voisins. Écho d'ici, écho d'ailleurs, avec la BOAD, tous les samedis à 10h10 TU sur RFI. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Sarah Lou Bakouche. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est vendredi et c'est donc le Café des Sports de Radio Foot International. Un café très gourmand pour vous, auditeurs de RFI ou téléspectateurs du Facebook Live et de France 24. Au programme, le dénouement de la Coupe du Monde féminine et la finale, ce sera dimanche. Espagne-Angleterre, petit poussé contre une équipe habituée au sommet. L'Espagne continuera-t-elle de surprendre ? Et puis les championnats européens ont repris du service depuis une semaine. Mais pas tous. On va jeter un coup d'œil à la Serie A et plus particulièrement à Naples. Autre championnat, la Ligue 1 et le retour en terre promise de deux jeunes qui ont pari dans le sang. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, enfin réunis sous le même maillot. Et en ce vendredi, comment ne pas parler de la Première Ligue ? On va examiner notamment le cas de Newcastle, pour la plus grande joie de Bruno Constant, je l'espère. Bonjour Bruno. Bonjour Sarah Lou, bonjour à tous. Autour de moi, comme chaque vendredi, Monsieur Rémi Ngono qui revient cette semaine. Vous étiez en vacances à Rome, Rémi. Oui, vous savez que c'est très compliqué de travailler avec, sur le même plateau avec les démons de Xavier Barré. Donc, j'étais vampirisé. Il fallait que j'aille un peu me débarrasser de ça au niveau. J'ai vu le José Mourinho, oui. Pour une séance d'exorcisme. Donc, je reviens étant beaucoup plus sain. Formidable, votre meilleur ennemi Xavier Barré, évidemment sur le plateau. Bonjour Sarah Lou, oui, je pense qu'il y a beaucoup de péchés à se faire pardonner surtout. Ouais, il va mieux, vous pensez ? J'espère, on va voir. Nous sommes ravis d'accueillir ici parmi nous Ludovic Duchesne, qui lui aussi sera ravi, je le pense, puisqu'il maîtrise à la perfection notre premier sujet. Bonjour. Salut Sarah Lou, bonjour à tous. Comment ça va ? Ouais, très bien. Moi, je vais le rôle un peu d'arbitre ce soir. Voilà. Oh, me piquez pas non plus ma place, s'il vous plaît. Assistant. Ah voilà, merci, je préfère. Cette émission a été préparée par David Fitzel et Pierre-Olivier Guérin. Le maestro Laurent Salerno gère le son. À la réalisation image, on retrouve Laurie Plisson et Souel Kédir. Le Café des Sports, le coup d'envoi, c'est maintenant. Pour débuter évidemment le mondial au féminin avec en finale une confrontation entre deux équipes qui sont loin de peser pareil. L'Espagne qui n'avait jusqu'à présent jamais débuté les huitièmes de finale et des Anglaises plus expérimentées, championnes d'Europe en titre. Alors je commence par vous Ludovic, sans trahir votre secret. Vous les avez bien suivis ces matchs, vous les avez même commentés. Alors selon vous, est-ce que cette rencontre, on peut la qualifier d'équilibrée ? C'est une grande première, déjà, pour ces deux équipes, d'aller en finale, même si c'est vrai que, vous l'avez dit, pour les Anglaises, après 2 demi-finales de Coupe du Monde et un titre de championne d'Europe, c'est assez logique. Mais sur la compétition, j'ai commenté plusieurs fois l'Espagne et j'avoue que j'ai adoré. J'ai adoré cette équipe. J'ai adoré... en fait, comme elle domine en club depuis 3 ans, le Barça a gagné 2 Ligues des Champions sur les 3 dernières années. C'est assez logique de les retrouver là. Mais ça, c'est pour l'enrobage. Si on regarde un peu plus précisément, il y a eu énormément de soucis dans cette équipe. Il y a des joueuses qui ont resté à la maison pour protester contre beaucoup de choses. Des dissensions internes, un peu comme on a pu connaître en France il y a peu. Ouais, alors elles ont été plus loin parce qu'elles sont vraiment restées à la maison. Il y en a 3, et notamment Petri Guivaro, qui avait brillé lors de la finale de la Ligue des Champions. Donc les retrouver là, c'est une petite surprise. Pas sur leur niveau de jeu. Parce que j'ai trouvé qu'elles étaient très impressionnantes. Bonmati, moi j'ai un faible pour Hermoso. Je trouve que c'est une joueuse absolument magnifique, à la technique très sûre. Donc ça va être une belle opposition.
Ça va être une belle opposition. Xavier Barré, vous êtes également emballé ou non, je vous Oui, non, c'est une très belle finale, mais moi j'avais misé sur la Suède. Ah mince. Vous vous souvenez peut-être, avant la Coupe du Monde et encore la semaine dernière, je disais que pour moi la Suède était cette équipe qui méritait non seulement d'aller au bout, mais enfin d'avoir un titre, puisqu'elles n'ont jamais rien gagné au niveau international. Elles ont été, je crois que c'est l'équipe qui allait le plus souvent en demi-finale de cette Coupe du Monde, 5 fois, mais elles ont été une seule fois en finale. Elles n'ont donc jamais gagné, contrairement à d'autres pays du Grand Nord, comme la Norvège par exemple. Donc, ces Suédoises étaient en finale des derniers JO à Tokyo. C'était une très belle équipe, mais elles ont dominé contre l'Espagne et elles se sont fait piéger à la dernière seconde. Des Espagnols qui ont joué un peu contre nature presque, puisqu'elles ont marqué 2 buts sur leurs 2 seules frappes. On est habitué avec les footballs espagnols à ce qu'ils tentent beaucoup et qui marquent parfois peu. Là, c'était l'inverse. Donc, on a des Espagnols qui se sont hissés en finale, à la régulière, oui, bien sûr, mais un peu contre nature, contre des Anglaises qui, pour moi, restent les favorites, championnes d'Europe, vous l'avez dit. Ce sont les résultats, si on peut extrapoler un petit peu, de politique. C'est l'aboutissement de politiques de développement du football féminin qui s'appuie sur le clubisme. Un clubisme très fort en Espagne, avec l'essentiel des joueuses qui sont au Barça ou au Real, voire un peu à l'Atlético. Et en Angleterre, c'est pareil, autour des grands clubs, Manchester City bien sûr, aussi Chelsea, éventuellement quelques clubs londoniens, Manchester United un petit peu aussi. Donc on a des grands clubs qui ont investi dans le football féminin, et donc les 2 plus grands pays de football au monde, qui ont les clubs les plus puissants, eh bien en tirent logiquement les bénéfices. Bruno Constant, l'Espagne qui, malgré tout, apparaît quand même comme un outsider dans cette compétition. Qu'est-ce qu'il leur faudrait aux Espagnols pour réussir, pour le faire? On dit souvent que les finales, ça joue pas forcément sur les qualités techniques, mais c'est surtout dans la tête, comment elles vont aborder l'événement. Moi, je trouve que c'était la plus belle équipe de ce tournoi. Je trouve qu'elles amènent un jeu qui est très espagnol, presque très catalan. On a l'image un peu du Barça et de la possession du Barça. Mais ça va vraiment être un choc des cultures. L'Angleterre, c'est une puissance maintenant dans le football féminin qui est installée, qui a des infrastructures depuis une quinzaine d'années. Et ils sont en train de monter en puissance petit à petit avec leur équipe nationale, que ce soit avec les femmes, mais aussi avec les hommes. Et puis l'Espagne, moi je trouve que c'est la nation qui a le plus progressé sur les 2-3 dernières années, justement avec effectivement les investissements qui ont été faits dans les clubs. Donc c'est vraiment un choc des cultures qui, moi, me semble être un peu déséquilibré en faveur de l'Angleterre. Mais on ne sait jamais, l'Espagne peut aller au bout de son rêve. Ce qu'elle a réalisé sur ce tournoi, c'est juste magnifique. Et c'est vraiment le jeu, pour le coup, la nation espagnole. Ils ont eu un trou d'air contre le Japon, où elles ont pris 4-0. Mais sinon, je ne partage pas l'avis de Xavier sur le match contre la Suède. Non, j'ai fait les commenter, donc je n'ai pas vu la même chose. Non, je pense qu'elles méritaient de gagner. Je pense qu'elles se sont imposées assez logiquement. Parce que, malgré ce but litigieux, là, à la toute fin. À la fin, oui, de Paraluelo. Ouais, le but, il est magnifique. Donc, moi, je trouvais qu'elles proposaient plus de choses. En fait, les Suédoises, ça a été vraiment assez classique. Il n'y a pas eu grand-chose de proposé, finalement. Donc, j'étais assez déçu sur leur match. Elles sortaient de 2 gros matchs, de 2 grosses qualifications, les Suédoises. On les attendait ailleurs. Et j'ai trouvé que, en fait, voilà, j'ai mieux aimé encore une fois l'Espagne, son jeu, et collectivement, je les ai trouvés supérieurs en tout cas. Il y a autre chose concernant cette compétition, c'est qu'elle semble séduire de plus en plus cette Coupe du Monde féminine. La Pas Rémi Ngono en tout cas. Comment? Pas Rémi Ngono, il n'a rien à dire sur le sujet. Vous avez rien regardé, Rémi, de toute la compétition? Il était en Italie et les Italiennes sont fait éliminer au premier tour. Ah donc mince, il n'a pas pu voir. Oui, mais je devrais dire que je ne regardais pas pour les Italiennes, je regardais pour toutes ces belles femmes qui étaient là. Et qui jouent quand même avec un ballon dans les pieds. Oui, qui jouent quand même bien au football, qui attire beaucoup, parce qu'il faut le savoir. Bon, de toutes les façons, ça a battu déjà des records d'audience. Vous voyez déjà que la FIFA qui déclare quand même qu'elle a eu au moins dans sa cagnotte 520 millions d'euros. Lorsque vous essayez de regarder ce que ça a rapporté, la Coupe du Monde féminine en France, c'est 135 millions d'euros, donc c'est presque le triple déjà. Donc sur le plan populaire, ça a déjà réussi. Et quand vous essayez de voir par exemple certaines affiches qui sont allées à 9 millions de téléspectateurs, voire 11 millions de téléspectateurs au niveau de l'Australie, en ce qui concerne la demi-finale contre... Cette demi-finale, elle a rassemblé 7 millions de téléspectateurs et elle a battu le record. Tout simplement, c'est devenu l'événement le plus regardé de l'histoire de la télé nationale australienne. Alors, est-ce que ça c'est de bon augure pour le futur de football au féminin? Le pic allait à 11 millions. Il y a aussi eu, moi, ce que j'ai aimé dans cette Coupe du Monde, c'est l'émergence de certaines nations. On a vu le Nigeria, qui a failli sortir l'Angleterre en 8e de finale. Ça s'est joué quand même
au tir au but. J'ai adoré l'Afrique du Sud. J'ai trouvé qui a été magnifique aussi. Comment La Jamaïque. La Jamaïque a fait magnifique. Le Maroc. Jusqu'en quart de finale. Aussi. Le Maroc, voilà, qui va en 8e avec Reynal Pedros. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que les Nigériennes, qui sortaient déjà d'un groupe difficile avec le Canada, qui avaient réussi à se qualifier, l'Afrique du Sud aussi, qui est vraiment pas passé loin, qui perd contre les Pays-Bas, mais qui fait vraiment un match honorable. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant, c'est que ce football, il se développe partout et qu'on a vu des nations qui étaient, dites plus faibles, mais qui se sont montrées. Et je trouve que pour l'avenir du football féminin, c'est super intéressant. C'est de bon augure quand on peut considérer... En comparant au dernier mondial qui avait lieu en France, c'est pas du tout le même engouement, je me trompe pas. Non, là c'est la première fois qu'il y avait 32 équipes, donc voilà, le football féminin... C'est surtout ça qui donne cet aspect exotique, entre guillemets, au résultat, c'est qu'on a beaucoup élargi le plateau. Bien sûr. Avec 32 pays, il y avait je crois 6 pays qui participaient pour la première fois, notamment les Philippines, 8 notamment les Philippines, quand on n'a jamais vu football international. Haïti je crois, c'était génial. Donc c'est ce côté-là très imprévisible, très exotique, était vraiment très sympathique. Dans un pays, il faut aussi l'expliquer, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui n'ont jamais eu de grande compétition de football. C'est pour ça que c'était un peu une terre vierge à ce niveau-là. Ils ont été plusieurs fois candidats, les Australiens, pour organiser la Coupe du Monde. Ils ne l'ont jamais eu. La Coupe du Monde des hommes. Et là, ils avaient la Coupe du Monde des femmes. Et donc, ça a été effectivement un événement hyper médiatisé, hyper suivi, hyper popularisé. Et tant mieux d'ailleurs. Maintenant, il va falloir voir comment ça se passera lors des prochaines éditions, si ça revient dans des pays où il y a déjà eu la Coupe du Monde masculine. Parce que c'est là où parfois le football féminin soutient moins bien la comparaison. C'est une chose de réussir, d'avoir une Coupe du Monde populaire. C'est une autre. Pendant ces 4 années, on va attendre d'avoir des championnats de clubs ou des compétitions européennes qui marchent, qui soient populaires, qui y ait du monde dans les stades. On le voit avec la Ligue 1 en France. Les stades sont quasiment vides. En dehors de Lyon, quand les matchs de Lyon ou du PSG, le reste, c'est quasiment vide. Et encore. Et encore. PSG, donc c'est surtout ça. Mais les progrès, ça va être les progrès des clubs qui vont faire avancer même ça. en football, lorsque c'est le Paris Saint-Germain qui joue, lorsqu'il y a des grandes affiches, c'est là où les stades sont pleins. Mais lorsqu'on voit quand même l'évolution du football féminin, il y a de quoi vraiment tresser des louanges et des tresses de la couronne à ces dames-là, parce que quand même, regardez le Canada. Mais on disait que c'était réussi au Canada. Mais par la suite, en France, il y a eu un autre engouement. Aujourd'hui, quand on voit, c'est presque 10 fois ce qui s'est passé au Canada. Donc, ça va crescendo. Alors que, bien évidemment, moi, je vois le football masculin qui se taille de plus en plus. J'ai vu certains grands derbies qui ne donnent plus autant d'engouement. Mais quand j'ai regardé aujourd'hui que non seulement les femmes qui ne regardaient pas beaucoup de football s'intéressent à ça, mais sur des hommes aussi, elles attirent des hommes. Il y a des jeunes qui viennent là, mais attention, méfiez-vous. Il y a un proverbe africain qui dit, il y a un proverbe africain qui dit, le bouc saute la table, mais la chèvre saute le mur. Avant de refermer cette page football au féminin, messieurs, j'aimerais vous demander chacun, exercice un peu compliqué, mais quand même, on va s'amuser, vos pronostics pour la finale de dimanche. Allez, on commence par vous, Bruno Constant. Forcément, le cœur penche un petit peu pour l'Angleterre. Évidemment. Moi, je suis comme Bruno, plutôt l'Angleterre. Plutôt l'Angleterre ? Ouais, de manière rationnelle, je pense qu'effectivement, les Anglaises ont un petit avantage, mais là, le cœur, moi, il va très nettement parler espagnol. L'Espagne. J'ai envie d'y croire. Votre cœur sera brisé ? Non, pas du tout. Non, mais l'Angleterre, parce que c'est assez logique, en fait, vu la compétition. Mais sur ce qu'elle propose, il faut dire aussi que Putellas, qui a été double ballon d'or, revenait de blessure. Elle n'a pas du tout fait une Coupe du Monde comme elle aurait dû. Donc ça veut dire qu'il y a un réservoir très important en Espagne. Et rien que pour ça, j'ai envie de dire l'Espagne. J'avais envie d'y croire. Ouais, j'ai envie d'y croire pour elle. Je trouve que ça serait une belle histoire. Et vous, Rémi ? C'est vrai que puisqu'il est dans mon camp, même si je vois quand même que les joueurs du Barça sont beaucoup plus nombreuses dans cette équipe, ça me rappelle quelque chose. Il y a pas mal de joueurs du Real aussi. Oui, ça me rappelle quelque chose. L'Espagne a remporté la Coupe du Monde en 2010 avec justement un effectif total Barça et Real. Et quand cette Espagne gagnait, cette Espagne avait exactement ce jeu qu'on est en train de voir aujourd'hui. Même si les Espagnols ont eu des faiblesses par rapport à certaines phases de jeu face au Japon, je constate quand même qu'elles ont un style de jeu beaucoup plus léché que les Anglaises qui certes ont une meilleure entraîneur qui aujourd'hui peut faire valoir son expérience. Mais sur le plan footballistique, j'aurais souhaité que ce soit
l'Espagne, parce que je vous dis d'ailleurs que l'Angleterre devant le Nigeria. Il y a des auditeurs qui doivent se retourner L'Angleterre dans leur devant le poste. Nigeria devait rester. L'Angleterre est passée par un trou de souris. Ce n'est pas normal. Donc l'Espagne, prêt à tout pour je faire joue le show, pour l'Espagne. Rémi Bono. À se renier. Oui, je veux On l'Espagne. croyait qu'il était revenu de Rome, sanctifié, mais non. Non. On verra ça, messieurs, Il on retombe verra dans ses ça travers. dimanche. On verra ça dimanche. Espagne-Angleterre, ce sera donc dimanche à 10h, temps universel. Puis le match pour la 3e place, Suède-Australie, eh bien c'est demain à 8h, temps universel. Je vous propose maintenant de quitter l'Océanie pour l'Italie. Fallo di mezzo, Osimhen! Rete! Mamma mia! Kvaratskhelia, ancora lui! La Serie A avec le Napoli qui joue son premier match de la saison ce week-end contre Frosinone, le promu. Bruno Constant, c'est du gâteau, du tiramisu cette rencontre pour les Napolitains? Je sais pas, j'imagine que oui, forcément, surtout quand on se souvient de le parcours du champion en titre italien qui a été au-dessus de tout sur sa saison dernière, même s'ils sont un peu arrêtés de jouer à 2 mois de la fin. Mais évidemment, le Napoli, et pas que pour cette rencontre, mais ils sont évidemment archi favoris pour cette saison. Quand on a compté 26 points d'avance en tête du championnat et en se relâchant sur la fin, c'est qu'on a une certaine marge. Ils ont plutôt bien géré en plus le mercato estival, puisqu'ils ont perdu leur défenseur Kim Min-jae, mais ils ont réussi à conserver leurs meilleurs joueurs, à savoir surtout Osimhen et Kvara, comme on l'appelle en Italie, pour ne pas prononcer son nom en entier. Mais après, moi je trouve que ce championnat italien, c'est le championnat européen le plus ouvert, puisqu'il y a eu les 4 derniers champions étaient différents. Ouais. C'est-à-dire qu'aucun champion en titre n'a su conserver son titre sur les 4 dernières années. Et je pense que la concurrence va être plus forte encore, et notamment du côté de la Juve, qui ne jouera pas de Coupe d'Europe cette année. Oui, le Napoli, vous l'avez rappelé, champion d'Europe, champion d'Italie en titre, quart de finaliste en Ligue des Champions. Les Napolitains qui nous avaient fait rêver avec leur jeu, leur style de jeu la saison passée. Et cette année, cet effectif va évoluer avec sur le banc un certain Rudy Garcia surmotivé. Monsieur Duchesne, le nouveau coach, peut-il faire encore grimper les Napolitains? C'est beaucoup me demander. Ils ont été en quart de la Ligue des Champions. Ils ont été champions pour la première fois depuis 33 ans, c'est ça? S'il fait aussi bien, je pense qu'il sera très content. Moi, je pense que c'est un peu comme Bruno. Je pense qu'en championnat, ils ont un peu d'avance. En plus, ils ont prolongé, par exemple, Di Lorenzo. Osimhen est toujours là. Et Rudy Garcia, il sait faire. Voilà, il a déjà été en finale, demi-finale de Ligue des Champions, finale de Ligue Europa. Il a été champion de France. Voilà, c'est pour moi un grand entraîneur. En France, on aime bien critiquer. Il connaît la Serie A. Tout ce qui est français. Il a fini deuxième avec la Roma. Saison, ouais. Donc, je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour continuer cette domination. Après, attention, je pense que l'Inter, je les vois bien cette année. Je pense qu'ils seront pas très loin non plus. Donc, c'est ouvert, ouais. C'est ouvert. Rémi Ngono, qui pour titiller cette équipe napolitaine? Le Real Madrid. Il faut plutôt demander. En championnat, je parle pas sur la scène européenne, en championnat. Je peux déjà dire que je ne vois pas Naples favori, parce que vous avez cité Rudy Garcia. Les vieux il y a des gens qui me disent ici qu'il est expérimenté, qu'il est ceci. On connaît Rudy Garcia à Dijon, puis Le Mans, et puis un peu à Lille là, mais depuis 2011. Il a juste été champion de France. Mais depuis 2011, il a remporté quoi? Tu me parlais de l'Ancien Testament, tu reviens au Moyen-Âge, tu me parlais de... Mais depuis 2011, on ne connaît pas Rudy Garcia, et surtout, moi je vois qu'il fait une évolution en reculant. Il a été à l'AS Roma, comme tu le rappelais. Certes, il a été vice-champion derrière la Juve 2 fois. Mais en 2016, comment est-ce qu'il est renvoyé? Parce qu'il fait 10 matchs avec une seule victoire. Et justement, on lui dit, allez, fous le camp. Parce que toi, au lieu de nous prendre le championnat, finalement, on va finir dans la relégation. C'est pour ça que je dis que... Et d'ailleurs, la Roma a été championne depuis. Donc, c'est pour ça que je dis que avec Rudy Garcia, avec Rudy Garcia, avec l'effectif qu'il avait, il n'a pas pu faire grand-chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je le vois revenir dans une équipe très forte, parce que je dis bien, Rudy Garcia, c'est bien dans les équipes moyennes. C'est bien dans les équipes qui sont peut-être 2e, 3e là. Mais une équipe
qu'il prend étant championne, je ne le vois pas. On va encore le limoger. Et d'ailleurs, j'ai vu comment même ça s'est passé aussi mal en France ici. Donc, à une certaine période, vous allez venir pleurer avec Xavier Barré ici. Et il va dire que je n'avais pas dit ça. Pour moi, Rudy Garcia, toujours comme excessif, je le dis, il est moyen. Toujours excessif. Et comme le dit un proverbe africain, mieux vaut être roi en enfer qu'esclave au paradis. Et Ouais, là-bas, en enfer, et là-bas, le paradis qui rêve, En Italie, il ne peut pas attendant- gagner le championnat. Si tu veux, on parie. En Ce sera entendant peut-être l'Inter. Rudy Garcia, il relève un défi, c'est vrai, compliqué, et je vais expliquer pourquoi dans 2 secondes, mais José Mourinho, sur lequel Rémi Ngono a soigneusement évité de venir, José Mourinho avec la Roma, ils vont regarder la Ligue des Champions de loin, hein, parce que Rudy Garcia, finalement, effectivement, il n'a pas eu de grand titre, mais il a quand même été en finale, en demi-finale de Ligue des Champions avec Lyon à l'époque, il avait surpris tout le monde, donc c'est un entraîneur qui a un vrai vécu, un vrai savoir-faire, l'expérience de l'Italie. Le même AS Roma qui n'avait rien remporté, avec Mourinho a remporté. Oui, la Ligue Europa Conférence. Ah oui, mais alors, lui il a remporté la quoi? sous-coupe du village. Mais attendez, La sous-coupe du mais village. mieux vaut un petit poisson qu'un gros cafard. Faut être raisonnable de temps en temps. Donc non, mais Rudy Garcia relève un défi difficile. Et pour moi, le plus difficile, il a été évoqué, je crois, par Bruno, à moins que ce soit Ludo, c'est qu'ils vont jouer la Ligue des Champions cette année. En plus du championnat, bien sûr, mais en étant attendu. Oui. Voilà. Alors que la saison il dernière. porte ce poids sur les épaules. Voilà, la saison dernière, Naples, c'était l'éternel deuxième, l'éternel challenger, l'équipe qui jouait bien mais qui gagnait pas. Et Spalletti, d'ailleurs, l'entraîneur, qui devrait devenir sélectionneur de l'Italie maintenant, avait cette réputation, toujours deuxième. Là, ils ont réussi à être premiers. Spalletti n'est pas resté, Rudy Garcia relève un challenge très difficile. C'est jamais facile, Xavier, de passer derrière comme ça. Mais je suis un club d'accord. qui a été champion, il y avait une attente énorme. C'est un gros pari. Moi, je rejoins juste Rémi sur le fait que... Ah non, c'est pas possible. Non, c'est ça. Il faut que je finisse ma phrase. Voilà ça, écoute le ça. Rémi, il faut que je finisse ma phrase sur le fait que c'est vrai que c'est un nouveau pari, je pense, pour Rudy Garcia. Et là, il a une équipe très forte. On l'attend aussi. On va l'attendre, Rudy, en Ligue des Champions. Mais à la différence de Rémi, moi, je pense qu'il peut réussir. Je pense qu'il peut réussir en Italie. Et je pense qu'il peut mieux faire, même pourquoi pas en Ligue des Champions. Parce que cette équipe de Naples, elle nous a un peu déçus finalement en Ligue des Champions. Et on l'attend peut-être un peu plus loin. Et sur le constat final, moi, je pense qu'il peut réussir. C'est la différence qu'on a avec Rémi. C'est-à-dire qu'ils ont un jeu très offensif, qui provoque énormément d'enthousiasme et de spectacle. Et on s'en réjouit. Mais effectivement, quand ils tombent parfois sur des équipes très organisées, et c'était le cas en quart de finale de la Ligue des Champions contre Milan, ils peuvent se faire piéger. Voilà. Donc, s'il manque un peu de fraîcheur aux attaquants, et là, ils vont avoir tous ces rendez-vous qui vont s'enchaîner. En plus, Osimhen va être absent pour la Coupe d'Afrique des Nations, et d'autres joueurs africains peut-être avec lui. Donc, ça va être une saison plus compliquée à gérer, je pense, pour Rudy Garcia cette fois-ci, qu'a pu l'être la dernière, malgré la Coupe du Monde au milieu. Sur le plan mental, donc aussi, évidemment. Je vous propose de quitter l'Italie à présent et de partir voir un peu la Ligue 1. Merci d'accueillir votre numéro 7, Monsieur Kylian. Ils sont là, les enfants prodiges, les deux amis enfin réunis, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, qui ont Paris dans le sang. Ils feront tous les deux partie du groupe du Paris Saint-Germain ce week-end pour le déplacement à Toulouse. Kylian Mbappé, sincèrement heureux de retrouver son ami. On se souvient de la déception de Mbappé quand Dembélé avait dû déclarer forfait en poule lors du dernier Euro. Un retour bien entouré donc pour l'enfant de Bondy. Ce joueur, Ousmane Dembélé, il sait mettre de l'ambiance dans les vestiaires et ça c'est très important. Alors messieurs, Ludovic Duchesne, si ça fait du bien à Mbappé, est-ce que ça fait du bien au vestiaire en règle générale et à la cohésion du groupe? Non, ça peut pas faire de mal d'avoir Dembélé dans son équipe. On sait comment il est en équipe de France. Donc c'est un élément important et c'est un élément important pour Mbappé, Dembélé. En équipe de France? Oui. Ah bon? Non mais je parle de l'ambiance. La cohésion du vestiaire. Je parle de la cohésion du vestiaire. Bon, Voilà. dans ce cas, recrutez Djibril Cissé. Aujourd'hui. C'est important le vestiaire. Ça va être dur. Ça va être compliqué, oui. Non, donc voilà. Donc oui, c'est forcément important. Et je pense que dans le schéma, on a vu le premier match contre Lorient. On a vu évidemment ce qui manquait, ça sautait aux yeux. Donc il faut des joueurs de déséquilibre, il faut des joueurs, je ne veux pas appuyer là-dessus, mais de talent. Et là, le PSG en manquait cruellement. Donc je pense qu'évidemment, Dembélé, Mbappé, Ramos devant, j'espère Colomboigny ou d'autres, ça sera forcément un plus. Et oui, on peut compter sur eux pour aller loin en Ligue des Champions. Ça serait notre histoire, mais en tout cas, déjà qu'ils
qui commencent à Toulouse, qui fassent leur championnat et qui se redécouvrent tous les deux en club. Ouais, entre le recrutement donc, de Dembélé, de Lucas Hernandez aussi, et peut-être de Kolo-Muani, vous l'avez cité, lui aussi natif de Bondy. Neymar et Paredes sont partis. Est-ce qu'on en attend un peu plus de Mbappé avec ce mercato qui finalement l'a pas mal servi, Xavier Barré? En tout cas, c'était l'objectif. C'était l'objectif et c'est pour ça qu'il boudait ces derniers mois. C'est parce qu'il n'avait pas eu l'été dernier ce qu'il voulait, c'est-à-dire un vestiaire plus en conformité avec sa personnalité. C'était encore un vestiaire très hispanique, hispano-brésilien ou hispano-portugais. Là, avec un entraîneur espagnol comme Luis Enrique, il y a encore beaucoup de joueurs hispaniques, mais clairement, le PSG met le focus sur des joueurs français formés en région parisienne, qui sont ensuite passés ailleurs pour l'un ou l'autre, mais qui ont vraiment cet attachement au PSG. Donc, est-ce que ça va fonctionner? Moi, je le souhaite, évidemment, mais c'est bien de donner une identité plus parisienne au PSG. Maintenant, il faudra quand même qu'ils courent et qu'ils défendent de temps en temps, parce que c'était ça le gros problème. Alors, l'an dernier, effectivement, Messi ne défendait pas, Mbappé ne défendait pas, et Neymar, pas toujours. Défendait. Ouais, de temps en temps. Un petit peu plus que les autres, c'est vrai. Beaucoup plus que les autres. Ouais. Mais là, Ousmane Dembélé, on sait que au Barça, il défendait pas beaucoup. En équipe de France, Deschamps l'avait bien briefé. Et donc, il est capable de le faire. Je pense qu'il a mûri. C'est un garçon qui, en plus, a un potentiel extraordinaire qui a jusqu'à présent pas été complètement exploité. Oui, donc... Mbappé me disait d'ailleurs en interview il y a peu que pour lui, Ousmane Dembélé, c'était le meilleur joueur du monde. Je pense qu'il est, en valeur intrinsèque, il a une capacité de dribble que n'a pas Mbappé. Il est probablement plus fort dans ce registre. Après, il a un pied, une finition moindre que Mbappé. Mais les deux, de toute façon, vont se compléter. Et avec une pointe, alors ce sera Gonzalo Ramos, peut-être Randal Kolo-Muani ou un autre, enfin a priori l'un ou l'autre, c'est un PSG très excitant, effectivement, qu'on attend cette saison. Le PSG qui donc débute avec un effectif renouvelé, un nouvel entraîneur, Luis Enrique, qui a les mains libres et qui peut un peu tout faire. Luis Enrique, il a une philosophie de jeu qui est assez personnelle, qu'il a pu dérouler du Barça jusqu'à la Roja. Est-ce que cette recette à la Luis Enrique, elle peut marcher à Paris, Rémi? Je crois que non. Est-ce que j'ai réveillé la bête? Je ne sais pas. Je crois que ce sera un peu difficile parce que, première des choses, je vois comment est-ce que les gens sont en train de s'exciter là par rapport à Ousmane Dembélé. Je devrais dire quand même que lorsque vous avez un trio, Messi, Neymar, Mbappé, vous devez espérer avoir tout. Mais maintenant, on me dit que celui qu'on nous présentait comme le meilleur joueur brésilien après Pelé, c'est-à-dire que Neymar, il s'en va calmement. Celui qu'on nous présentait comme le meilleur joueur du monde, Lionel Messi, il s'en va calmement. Et on nous dit Dembélé. Dembélé, c'est 8 buts en 35 matchs avec le Barça. Or, le Paris Saint-Germain aujourd'hui a un seul buteur. C'est important. Mais il a 6 passes décisives. Je pense que c'est plus. 6 en championnat et puis je crois en Ligue des Champions 3. 9. Il n'a pas dépassé 10. Oui, il n'a pas dépassé 10. Oui. Bon, maintenant... Il faut toujours vérifier les stats de M. Oui, mais en ce temps, regarde quand même les stats de quelqu'un comme Vinicius. Hein. Vous me parlez de Mbappé, regarde les stats de Vinicius. Maintenant, nous sommes avec une équipe du Paris Saint-Germain qui a un problème à la pointe. Mbappé, son problème était de ne pas jouer à la pointe. Vous savez que au Paris Saint-Germain, il y avait une pointe qu'on appelait Cavani, qui est parti. Bien évidemment, Zlatan jouait à la pointe. Zlatan jouait à la pointe. Et finalement, heureusement que Rémingono demandait de ne pas revenir à l'Ancien Testament. Mbappé est venu. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui ne peut pas seulement avoir des joueurs de couloir qui dribblent, mais il faut une pointe de fixation qui permette à Mbappé de pouvoir prendre la profondeur. Ce n'est pas le cas actuellement. T'es au courant qu'ils ont recruté Gonzalo Ramos? Gonzalo Ramos, il ne prend pas de la profondeur.
Non, mais Il ne prend prend pas de la Mais profondeur. il y a la Et profondeur dans et le en jeu de plus- Luis Enrique, Ah c'est non, pas mais un attendez. problème. Ils n'ont pas besoin de ça, ils jouent tout dans le camp de Non, mais pour une l'adversaire. fois, attends. Bruno, qu'est-ce que vous disiez Non, mais Ré- Ici, joue tous Rémi, dans le Rémi, camp Ils ont là. besoin je- juste je- d'un relais. Ok. On va Je peux laisser pas être Bruno d'accord avec développer. Rémi. Justement, effectivement, je suis d'accord avec toi, le PSG, pendant très longtemps, ils n'avaient pas ce numéro 9 qui était un peu le pivot, celui sur lequel pouvait Oui. s'appuyer Mbappé. Là, pour le coup, ils l'ont. Gonzalo Ramos, c'est un joueur de surface. Il marque exclusivement tous ses buts à l'intérieur de la surface de réparation. Il a plutôt un bon jeu de tête, il est bon des deux pieds. Et là, pour le coup, il y aura des centres et des joueurs de côté qui vont lui apporter des ballons. Donc moi, je trouve qu'il y aura plus d'équilibre. Je suis d'accord qu'il y aura moins de talent qu'avec Messi et Neymar, mais il y aura plus d'équilibre dans l'attaque du PSG. Et surtout, on va recentrer un petit peu le football un peu plus sur le côté droit. Alors qu'avant, c'était exclusivement côté gauche avec Mbappé. Là, on sait qu'avec Dembélé, il va y avoir du danger, il va y avoir de la percussion, il va y avoir un joueur qui est capable de marquer. Donc pour moi, dans l'intérêt du PSG, dans l'intérêt collectif, et c'est quand même le message et la philosophie de jeu de Luis Enrique, c'est que l'équipe va être beaucoup plus équilibrée qu'avant. Et c'est ça, s'il y a plus de danger, s'il y a plus d'imprévisibilité, le PSG sera un peu plus fort, je pense. Vous acquiesciez, Xavier Oui, Barré? belle démonstration de Louis Constant. Depuis 2012, il y a cette démonstration. Ouais. Non, 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 Ligue mais des champions, on dit c'est- après, oh, c'est pas équilibré. Le PSG de l'an dernier, tout le monde avait très vite vu les problèmes et ils se sont révélés exacts. Et même Mbappé l'avait dit en conférence d'après-match, après l'élimination dès les huitièmes de finale. Donc là, une équipe où il n'aura plus d'excuses pour le coup, parce que vraiment, l'effectif est taillé sur mesure. Ses copains sont là. On a oublié de citer Kimpembe, qui est aussi dans la bande, même s'il est pas encore en capacité de jouer, mais c'est un vrai animateur de vestiaire. Donc on a un PSG qui ressemble plus à ce que voulait Mbappé. Voilà, donc il a plus de raison effectivement aujourd'hui de ne pas donner le meilleur de lui-même. Ah Et oui, pour finir, messieurs, j'aimerais savoir si, selon vous, ce PSG-là, il peut être plus compétitif en Ligue des Champions, Ludovic. Alors, moi, je trouve que, attention, quand le Paris a déjà été en finale ou en demi-finale, donc Oui. ça veut dire qu'il était déjà compétitif. Oui, il n'a jamais pas été. Ce qu'on oublie quand on est parisien, c'est qu'il y a d'autres équipes qui jouent au foot aussi. Donc, moi, ce qui m'embête toujours, c'est de dire que Paris va gagner la Ligue des Champions, etc. Il y a Manchester City, il y a le Real, il y a. Non, je vous demande pas de savoir qui va Il y a gagner, le mais au Bayern. moins, est-ce Non, qu'il mais y aura est-ce une qu'ils vont- animation Bien sûr, non, mais différente avec l'effectif qu'ils ont, et ils vont encore se renforcer, évidemment que Paris doit être dans les 8. Voilà, ça me semble. Le contrat qu'ils doivent signer cette année, c'est d'aller au moins dans les 8. Et après, si les joueurs dont on parle sont à 100% à cette période-là, oui, on peut rêver de grandes choses cette année pour le Paris Saint-Germain. C'est difficile à dire parce qu'on arrive avec un nouveau cycle avec Luis Enrique et un nouveau cycle même au sein du vestiaire, puisqu'on écarte certains cadres et on en rajoute des autres, et notamment des Français. Et Luis Enrique, il faut lui laisser au moins quelques mois qu'il installe sa philosophie. On est Il l'a déjà On installé. est quasiment leur aux match contre antipodes, Lorient, il on est était quasiment aux installé. antipodes du jeu de Christophe Galtier. Là, c'est un jeu de possession. On va harceler le porteur du ballon. Il va falloir demander des efforts à Dembélé et aux trois attaquants Et à Mbappé. pour presser. Donc, c'est quelque chose de nouveau. On ne le faisait pas avant au PSG. Voilà, Et Barré oui, non, mais Ludo Duchesne dit dans les 8, non, l'objectif du Dans les PSG, 4. ça va être de gagner, Au au moins dans moins en les 4. demi-finale. Oui, Ouais. je trouve que, oui, l'objectif, de toute façon, si vous dites à l'émir qui a encore mis des millions, bah non, on va essayer d'aller en quart de finale, non, il veut pas entendre ça, lui, il veut aller jusqu'au bout. D'autant plus qu'ils y sont déjà allés en 2020. Donc ce PSG-là, il joue pour gagner. Mbappé, il joue cette Ligue des Champions pour la gagner. Et Ousmane Dembélé, s'il est venu à Paris, c'est aussi pour gagner, c'est pas pour jouer les figurants. Donc moi, je crois que ce PSG fait partie des favoris de la compétition. Ben, on verra si l'histoire vous donnera raison, messieurs. En tout cas, là, on quitte la Ligue 1 et on prend la direction de l'Angleterre. Direction l'Angleterre, la Première Ligue qui a repris ses droits la semaine dernière avec une rencontre sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête, messieurs. Newcastle qui n'a fait qu'une bouchée d'Aston Villa, 5-1. Ce club de Newcastle qui prend de plus en plus de place sur les terrains anglais, propriété de l'Arabie Saoudite, mais sans star, sans paillettes. Est-ce que, Bruno Constant, on peut dire qu'en quelque sorte, Newcastle, c'est l'anti-PSG, une sorte de contre-projet aux clubs États? C'est clairement l'anti-star. Même s'ils ont recruté Sandro Tonali à l'AC Milan, qui est quand même un beau joueur, un très bon joueur, c'est pas une star, c'est un très bon joueur. Et quand on regarde les 12 recrues majeures de Newcastle depuis 2 saisons, sur les 12, il y en a 8 qui sont anglaises ou qui arrivent de Première Ligue, et il y a très peu de stars. Il y a des joueurs intéressants, il y a ce qu'on appelle des prospects, comme Alexander Isak, qui était arrivé d'Espagne
l'attaquant suédois, et qui a un potentiel énorme. Mais c'est plutôt des joueurs de devoir et qui correspondent à la philosophie de son entraîneur, qui est Eddie Howe, qui a un football très énergique, très dynamique, avec un volume de jeu extraordinaire. On l'a vu contre Aston Villa encore. Et moi, je les trouve assez bluffants parce que même là, encore une fois, ils sont en avance sur leur temps de passage. Ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions pour la deuxième saison d'Eddie Howe. Là, on ne sait pas trop quoi penser de cette équipe parce qu'on sait que ça va être compliqué de gérer la Ligue des Champions. C'est leur première depuis 20 ans, je crois. Et en plus, d'essayer de raccrocher encore une fois avec des champions, qui est capital pour les investissements, pour pouvoir recruter. Et malgré ça, ils attaquent le championnat face à un outsider, Aston Villa, et ils leur marchent dessus 5-1, même si le match a été équilibré pendant 1 heure. Mais c'était un rouleau compresseur. Et avec des joueurs qui, encore une fois, qui ne seraient pas titulaires ni à Chelsea, ni à Manchester City, ni au PSG. C'est ça qui est fort avec Newcastle. Vous êtes d'accord, Rémi Ngono ? Tout à fait d'accord. Il y a certains qui, avec peu de moyens, réussissent quelque chose. Ils en ont des moyens. Ils en ont quand même, c'est la J'ai propriété dit, de l'Arabie non, Saoudite. tout de suite. Près de 200 Cite-moi millions d'euros. les joueurs. Non, mais ils ont dépensé de l'argent quand même. Voilà, quand même. cite-moi les joueurs qui ont coûté 100 millions. Non, mais non. Là-bas. Non, mais Alexander Isaac a coûté plus de 70 millions d'euros. Quand même, Alors, par exemple. j'ai Bruno dit, Guimaraes, cite-moi les joueurs qui ont coûté plus de 100 millions. Il n'y en a pas beaucoup, Ah, des ça, joueurs de c'est 100 rien, millions. c'est Je dis bien qu'au niveau de Manchester City, les défenseurs coûtent 100 millions. Voilà donc un projet qui n'a pas attendu beaucoup d'années. Mais vous n'allez pas entendre parler de l'entraîneur. Mais par ailleurs, on va tout simplement, pendant toute une année, nous pomper les tympans que Pep Guardiola est trop fort. Il a fait ceci, il a fait cela. Vraiment, il est monté, il a fait ceci, il a transformé un défenseur en milieu. Qu'est-ce que vous offensif. avez contre Pep Guardiola, Non, Rémi ? mais attendez, il dépense trop de milliards. Et voilà, Newcastle, qui n'a pas dépensé autant et qui, justement, 2 ans, est une équipe qui sait Ils sont encore jouer. pas champions d'Angleterre, ils n'ont encore pas gagné la Ligue des Laisse-nous Champions. ça après Depuis combien de 2 ans, temps ils ont quand même Après dépensé combien pas de mal. temps Mais ils Après travaillent bien. combien de temps Mais ils Donc, travaillent très bien. Maintenant, et je vais vous après dire une combien de chose, temps Sarah Moi, Lou, j'ai dit Newcastle pour- est une bonne équipe qui est équilibrée et qui a aussi une bonne assise défensive. Et quand vous voyez le match, quand vous regardez le match contre Aston Villa, c'est Aston Villa qui fait le beau football. On s'attend d'ailleurs à ce que Aston Villa puisse remporter. Et moi, j'ai regardé les matchs de Newcastle toute la saison dernière. À chaque fois, je me disais, mais comment est-ce qu'ils font? Effectivement, ils ont un système qui ressemble à la José Mourinho. C'est-à-dire que vous Voilà, on avez allait y un venir. bloc défensif On allait y et vous venir. savez vous Ah, projeter. Voilà Newcastle, c'est à peu près l'Inter Milan de José Mourinho. C'est à peu près voilà le football que j'aime. Voilà le football authentique. Voilà T'es un le peu caricatural, football là. stratégique. Un peu caricatural. Voilà le football bénéfique. Voilà le football économique et non le économique. football Économique avec les restons milliards, modérés. les pétrodollars de l'Arabie Ouais, Saoudite. Non, pas trop. le projet de Xavier Newcastle est intéressant, effectivement, comme l'a rappelé Bruno, parce que Eddie Howe n'a pas acheté des stars, il a vraiment constitué une équipe. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, le football qu'il joue, oui, si ça il plaît à Rémi Ngono, il peut pas nous plaire. Forcément, c'est un football un peu basé sur la contre-attaque. Effectivement, Alors moi, je suis contre pas- Aston Villa, ils ont marqué Moi, leurs Xavier, 3 derniers je buts dans suis les pas 10 dernières d'accord. minutes. Je suis pas d'accord avec vous sur la qualité de jeu de Newcastle. C'est- C'est vrai que la saison passée, il y a eu des matchs où ils se conservaient le match nul, où ils essayaient de perdre du temps sur les remises en jeu, etc. Mais franchement, il y a du beau football à Ouais, Newcastle. ouais, il y a un des trucs football bien, il faut pas bon carrément joueur, extrêmement ouais. énergétique. Même collectivement, Ouais, je ouais, trouve c'est que très, très Newcastle, fort. c'est très très fort. Ouais. Non, mais je Avec dis des pas que c'est pas bien. individualités, évidemment, qui ne jouent pas dans les plus grands clubs, mais quand même, Il y il y a des un très truc bons dans cette joueurs, équipe. mais Ouais, voilà. clairement. Non, mais C'est que ça ce le soit point une fort équipe de- solide, je suis d'accord. Ouais, c'est ça, Mais tu vois, qu'elle soit très spectaculaire, je Elle est ne le emballante. crois pas. Mais Ah, si, attendez elle est voir au emballante. cirque Elle est si tu emballante. veux trop spectaculaire. Et Attends. d'ailleurs, la confrontation avec Manchester City, puisque c'était ça votre question, Sarah Lou, va être très excitante parce qu'on va Oui. avoir effectivement le genre d'adversaire qui embête Manchester City. Donc ça va être une très belle affiche. Et Et quel là, pronostic justement pour bah, cette belle affiche? C'est difficile à faire. Je pense qu'on n'aura pas un match aussi. Il y a eu un 3-3 la saison dernière entre les deux. Ouais. 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 Je pense qu'on n'aura pas un score aussi prolifique. Je pense que le premier qui marquera va gagner. Et ce sera Newcastle ou Manchester City à votre avis? Man, J'aime bien jouer au devin. Man City, allez, 1-0. Man City 1-0, petit tour de table. C'est compliqué parce que City vient de jouer quand même la Super Coupe d'Europe. Ils ont laissé forcément un peu des plumes. D'ailleurs, Guardiola, pour un deuxième week-end consécutif, c'est encore plein du calendrier parce qu'on les fait jouer samedi soir alors qu'ils ont joué mercredi. C'était mercredi, mardi. Ils auraient pu jouer dimanche. À Athènes. Donc voilà, ils ont forcément un peu usé de force, mais ça va être un gros test pour City. Moi, je suis curieux de voir ce que City va donner parce qu'il y a des petits doutes sur leur début de saison, je trouve.
Et puis il manque des joueurs déjà très importants. Je parle forcément de Évidemment, Bruyne, De Bruyne. même le Portugais dont le nom Ruben m'échappe. Dias, qui est pas Bernardo sûr de Silva. Bernardo jouer, Silva, voilà, Silva. qui là aussi Ouais. était malade. Je sais pas, Ouais. je crois qu'il ne sera pas là encore Ouais. Il est ce out. week-end. John Stones sera sans doute forfait Diaz aussi, Stones voilà, est blessé. Ouais. Et je pense que c'est le bon moment pour Newcastle de les prendre. Je pense que c'est maintenant. City a énormément souffert contre Séville. Ouais, c'était dur. Donc, non, c'est le bon moment. Je pense qu'on peut avoir une surprise. On peut avoir Newcastle qui remporte ce match. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner le championnat. Je pense qu'il ne faudra pas sous-estimer Arsenal dans la course. Mais en tout cas, ça peut être intéressant. Ça peut être un match à 3 cette saison. Mais en tout cas, Newcastle sera peut-être dans la course. Ce qui est déjà génial pour cette équipe. Réponse ce week-end. Et puis en ce qui nous concerne, l'heure tourne. Il est temps de passer au carton, messieurs. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et avant de vous donner la parole, messieurs, eh bien, j'aimerais qu'on écoute, pour commencer, les cartons de nos auditeurs et auditrices. Salut les cafés des sports, c'est Omar Barrow depuis le Sénégal. Et bien pour cette émission, je voudrais attribuer un carton vert à la Roja féminine qui, malgré tous les problèmes extrasportifs et l'absence de près de 12 joueurs cadres, notamment Patrick Guijarro et Mapi León, les deux joueuses barcelonaises, l'équipe espagnole a su tenir tête à toutes les nations qui se sont opposées durant cette Coupe du Monde. Résultat, elles sont en finale et le coach Vilda, qu'importe l'issue de la finale, pourra sortir la tête haute. Allez la Roja. Bonjour Radio Foot International, c'est Franck Mvendo depuis la ville des Zongo en République démocratique du Congo. Carton vert à Kylian Mbappé qui a accepté de jouer une fois de plus pour le Paris Saint-Germain. Merci de rester Kylian, merci de choisir le PSG. Paris est magique, ici c'est Paris. Ici Hafiz Sayoboni depuis Lomé, moi je donne un carton rouge à l'arbitrage de l'OM en aller comme au retour. C'était scandaleux. L'OM, les deux arbitres du match aller du barrage de Ligue des Champions, c'était du n'importe quoi. Et c'est vraiment, ça nous a détruit, nous les Olympiens, mais à jamais les premiers. Ciao, ciao. Salut Radio Foot International, c'est JR Balodimanda depuis Kinshasa RDC. Mon carton, il est rouge. Je le donne au coach Marcelino de l'Olympique de Marseille pour son changement de gardien à la dernière minute, ce qui n'a rien apporté. Bonjour Radio Foot International, moi c'est Bekaiba, je vous suis depuis le Sénégal et plus précisément dans le village de Bariga. Carton jaune destiné à Xavi en guise d'avertissement. D'entrée de jeu en championnat, il a laissé 2 points qui sont vraiment à l'avantage du Real Madrid. Certes, il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce que c'est un championnat qui vient à peine de démarrer, mais je pense qu'il est encore tôt de laisser déjà des points qui peuvent vraiment coûter cher au FC Barcelone. Donc, carton jaune à Xavi et très bonne émission. Salut Radio Foot International, Camille Sopo depuis les Émirats Arabes Unis. Mon carton est vert, c'est un autre nouveau chouchou, Jude Bellingham du Santiago Bernabéu. Et ciao, bonne émission. Bonjour RFI, bonjour France 24. Je donne un carton vert à Guardiola pour le nouveau trophée qui vient de rapporter à Citizen. Bye, bonne émission. Salut Café des Sports, c'est Dieu Mwanda, je suis au Congo-Brazzaville. Je donne un carton vert au club Diable Noir du Congo-Brazzaville qui a gagné la Coupe du Congo face à AC Otoyo. Diable Noir, carton vert. Salut toute l'équipe de la Radio Foot International, c'est Gianni Mopila depuis Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Moi, j'ai un carton vert à donner à Cristiano Ronaldo. Les guides, Cristiano Ronaldo qui venait de remporter son premier trophée avec son équipe Al Nasser en Arabie Saoudite. Félicitations, Viking, Cristiano Ronaldo, les guides. Salut à toute l'équipe de Radio Foot. Carton vert à qui? À moi-même pour l'anniversaire des 12 ans que je suis l'émission Radio Foot. Cela fait 12 ans que je suis cette émission que j'adore beaucoup. J'adore tous ceux qui participent à cette émission, journalistes, joueurs, consultants, sans oublier les auditeurs. Et mon rêve le plus fou, c'est de travailler un jour ici au Sénégal pour l'émission Radio Foot. Merci.
Alors, je ne sais pas si vous travaillerez un jour chez Radio Foot, mais en tout cas, vous passez super bien à l'image. Merci pour vos cartons, toujours drôles, intelligents et plein de bonté. On vous attend chaque semaine pour ces cartons, en espérant, messieurs, que vos cartons à vous soient à la hauteur de ceux de nos auditeurs. On commence par vous, Rémi Ngono. Rouge, 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 rouge. Rouge à Radio Foot. Non, pardon. Oh. À Lionel Messi. Ah oui, on a enlevé Lionel Messi du programme. Vous m'avez fait peur. On a enlevé du programme de Radio Foot. Vous vous rendez compte? Messi a été accueilli comme un Messi à Paris. On lui a mis le tapis rouge et tout. Il arrive à Miami. Il dit, vraiment là-bas, j'étais un enfant, j'étais malheureux. Vraiment, je n'aime pas cette ville-là, ce pays-là. Je n'aime que Miami. D'ailleurs, on m'a attaché la corde au cou pour aller à Paris. Je suis là-bas comme une chèvre. Et c'est pour ça qu'elle ne parvenait pas à jouer. Vous vous rendez compte? Voilà Lionel Messi. Quelqu'un est venu à Paris pour gagner de l'argent. 41 millions d'euros. Sans pourtant oublier que, contrairement aux autres, c'est-à-dire, par exemple, Neymar, il avait un abattement fiscal de 30%. Et ce monsieur a préparé la Coupe du Monde, qu'il a remportée. N'oublions pas que le même Messi, au Barça, gagnait 61 millions d'euros. Quand on lui a dit, essaie de diviser ton salaire un peu, tu enlèves 30%, il a dit, je m'en vais à Paris. Il s'est réfugié à Paris, on lui donne beaucoup de fruits, et il court là-bas maintenant à Miami, et il dit que c'est Miami qui est beau, c'est Miami qui est jolie. Et dans tout ça, c'est pour aller jouer avec les chanteurs de rap. Vous vous rendez compte? Messi, aujourd'hui, il est toujours allé en vacances. Crache sur Paris, comme le dit un proverbe africain. Tu as beau mettre une couronne en or sur le chimpanzé, il restera toujours chimpanzé. Ludovic Duchesne, il me semble que votre carton est rouge également. Oui, carton rouge également. Je ne sais pas si ça va plaire à nos auditeurs ou pas, mais il est pour l'OM. Oui, aïe. Il est pour l'OM parce que c'est un nouveau drame que nous propose l'Olympique de Marseille. Et ces dernières années, en Coupe d'Europe, c'est catastrophique, tout simplement. On l'a vu l'année dernière. Ils ne sortent pas de la poule, ils terminent dernier. Et cette année, contre une équipe valeureuse du Panathinaikos, ils font un match aller désastreux. Et au match retour, ils se font éliminer à la dernière minute. J'ai même pas envie de parler de l'arbitrage. C'est un autre débat, on va dire. Oui. Mais en tout cas, sur ce qu'ils ont proposé, moi je pense qu'il y a des vraies explications quant à cette élimination de l'Olympique de Marseille. Peut-être qu'ils ont repris trop tard, par exemple, l'entraînement. Peut-être que de changer tous les ans l'effectif, c'est problématique. Peut-être que de changer tous les ans l'entraîneur, c'est problématique. Voilà, je pense qu'il y a des vrais soucis. Et peut-être que de mettre des joueurs en porte-à-faux, comme l'a été Matteo Guendouzi depuis 6 mois, qu'on a envoyé à Aston Villa et qui a voulu terminer la saison à l'Olympique de... passer au carton suivant. De Marseille. Voilà, c'est un problème, mais c'est trop long. Mais en tout cas, c'est carton rouge. Voilà, c'est carton rouge. C'est carton rouge. Et le carton jaune, Bruno Constant, si je ne m'abuse. Carton jaune aux instances qui nous ont pondu une nouvelle réglementation d'augmenter le temps additionnel, comme à la Coupe du Monde, donc maintenant dans les championnats. Donc maintenant, on est en additionnel de 10, 15, 12 minutes à la fin des matchs. 20 minutes même. 20 minutes. Il y a les joueurs. Encore une fois, c'est une décision qui a été prise sans consulter les joueurs, les vrais acteurs, les entraîneurs qui se plaignent de trop jouer. On l'a vu, il y a encore des blessures graves. Thibaut Courtois, Militao, Kevin De Bruyne, qui ont été absents tous pendant plusieurs mois. Les joueurs se plaignent de trop jouer, on leur rajoute du temps de jeu. Le temps effectif d'un match, c'est autour de 55 minutes sur 90. Et soyons fous, mettons 30 minutes de temps additionnel pour qu'on ait 90 minutes de temps effectif. C'est totalement stupide, donc carton jaune. Xavier Barré. Vert, moi. Vert, oui. Carton vert au KI Klaksvik. C'est un club de l'île des îles Féroé qui, pour la première fois de l'histoire du football féroïen, va participer aux phases de groupe des Coupes européennes. On ne sait pas encore si ce sera en Coupe de la Ligue Europa ou en Ligue Europa Conférence. Ils ont été sortis en préliminaire de la Ligue des Champions par les Norvégiens de Molde, mais ils sont reversés. Vous savez, un système de repêchage, de barrage, de match de barrage. Mais en tout cas, c'est une petite ville de moins de 5000 habitants, un stade de 1200 places, et ils vont avoir droit aux phases de groupe de la Ligue des Champions. Il faudra même aller jouer là-bas fin novembre ou début décembre. Ça sera amusant à voir. Un beau carton vert, et le carton vert...
de RFI de nous, notre carton vert à nous. Il va à Sergio Rico, qui, après un accident de cheval, le portier du PSG, on s'en souvient, avait été plongé dans le coma. Eh bien, il est sorti aujourd'hui de l'hôpital après une hospitalisation de 82 jours. Je suis heureux, a-t-il dit. Un carton vert de célébration et d'espoir donc pour Sergio Rico. Il est l'heure de se dire au revoir. Et oui, il est déjà l'heure de refermer ce café avec les cartons des de Ludo, sports. on aurait pu rester longtemps. C'est vrai, vous l'avez fait. Vous avez été parfaits. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de RFI.